6 mars 1940, à 23 000 pieds au-dessus de l'Allemagne. Le B-17 Flying Fortress Hell's Fury avançait profondément à l'intérieur des lignes ennemies. Dans la tourelle arrière, le sergent Michael Mad Mike Donovan observait 12 Messerschmitt Bf-109 en train de se regrouper pour l'attaque. La procédure standard disait « Reste en position et ouvre le feu défensif ». La formation disait « Économise tes munitions ». Le bon sens disait « Survie ». Donovan, lui, avait un tout autre plan. Au cours des 4 minutes suivantes, 12 chasseurs allemands furent abattus et les Américains n'eurent aucune perte. Ce jour-là, tous les canonniers de la 8e Air Force apprirent un nouveau mot, l'agression. Ceci est l'histoire de la manière dont la tactique presque suicidaire d'un simple mitrailleur arrière a réécrit les règles du combat aérien. Comment le désespoir est devenu doctrine, et comment le poste le plus dangereux d'un B-17 s'est transformé en l'arme la plus mortelle du ciel. Michael Donovan avait grandi à South Boston, un endroit où celui qui frappe le premier survit. Son père travaillait sur les docks. Son frère aîné était boxeur des Golden Gloves. Très jeune, Mike avait appris ceci. Si tu attends, tu te fais blesser. Si tu agis, tu vis. À 17 ans, il avait déjà participé à 32 bagarres de rue, 28 gagnés, 4 perdus. Et s'il avait perdu ces 4-là, c'était toujours pour la même raison. Il avait commencé trop tard. Lorsque Pearl Harbor fut attaqué, Donovan s'engagea dans l'armée de l'air. On voulut l'affecter à l'équipe au sol. Lui insistait pour aller à l'école de mitrailleurs. Son instructeur disait de lui qu'il était trop agressif, trop téméraire et qu'il se laissait beaucoup trop exposer aux tirs ennemis. La réponse de Donovan devint légendaire à l'école des mitrailleurs. Les mitrailleurs morts ne ripostent pas, les vivants, si. Il termina sa formation 3e de sa promotion. La raison n'était pas sa précision, mais sa rapidité. Donovan identifiait les cibles plus vite que quiconque. Son secret était simple. Il n'attendait jamais que les chasseurs entrent dans leur portée de tir. Il les attaquait avant même qu'ils n'y arrivent. En mars 1944, Donovan fut affecté au 390th Bomb Group à Framlingham, en Angleterre. Le B-17 Hell's Fury avait déjà une certaine réputation. 3 sorties, dont 2 qui avaient failli tourner à la catastrophe à cause des chasseurs allemands. Le précédent mitrailleur arrière, le sergent Eddie Morrison, avait survécu, mais demanda immédiatement sa mutation. Il dit au chef mécanicien « Cette position est maudite. Le prochain qui s'y mettra y restera. » Donovan se porta volontaire sur le champ. Le pilote, le capitaine James Whitmore, décida de l'interroger personnellement. « Tu connais les statistiques ?» demanda Whitmore. « Le poste de mitrailleur arrière a le taux de perte le plus élevé. 38% ne reviennent pas de leur mission. » Donovan répondit. « Alors ça me fait 62% de chance. Ça me va. Pourquoi ?»« Parce que je n'attendrai pas qu'il me tire dessus. Je tirerai le premier. » Whitmore le fixa un moment, puis hocha la tête. « Un fou ? Parfait. C'est exactement le type que je cherchais. » La première mission de Donovan eut lieu le 2 mars 1944. Objectif, l'usine de roulement à billes de Schweinfurt. Il abattit un Bf-109 et en endommagea 2 autres. Mais ce n'étaient pas ses victoires qui impressionnaient, c'était sa manière de les obtenir. Les tactiques standards des mitrailleurs arrière étaient entièrement défensives. Attendre que les chasseurs entrent en position d'attaque, ouvrir le feu seulement lorsqu'il était à portée efficace. Économiser les munitions, protéger l'avion. Donovan fit tout le contraire. Il tira de courtes rafales sur les chasseurs qui étaient encore en train de se mettre en formation pour l'attaque, les dispersant prématurément, gaspillant, du moins en apparence, ses munitions en tirant à portée excessive. Sa logique était simple. Une rafale tirée d'à 800 yards coûte 20 balles. Forcer un chasseur à rompre son approche sauve un avion de 10 000 livres et 9 vies. Cette équation fonctionnait. Sa deuxième mission, le 4 mars, visait de nouveau une usine. Cette fois, Donovan tenta quelque chose. Lorsque les Bf-109 attaquèrent depuis les 6 heures en hauteur, il ne visa pas le leader de la formation. Il prit pour cible le second appareil, l'ailier, celui qui n'attendait pas encore de riposte, celui qui volait de manière prévisible pour maintenir la formation. L'ailier explosa en plein ciel. Privé soudainement de son appui, le chasseur de tête interrompit immédiatement son attaque. Toute la formation se désintégra. Le chef mécanicien Frank Murphy compta les munitions utilisées après l'atterrissage. « T'as tiré 1600 balles, dit Murphy. La charge standard, c'est 2000. T'as utilisé 80% de tes munitions en une seule sortie. » Donovan répondit.
Et pas une seule balle ne nous a touchés. J'accepterais ce marché tous les jours. Mais Donovan n'était pas satisfait. Il avait interrompu les attaques, brisé les formations, mais il n'avait pas encore optimisé son efficacité. Ce soir-là, dans la caserne, il étudia en détail les tactiques des chasseurs allemands, comment ils approchaient, où ils se positionnaient, ce qu'ils attendaient. Les chasseurs allemands attaquaient les bombardiers par vagues coordonnées. Le schéma standard, une approche arrière latérale, en hauteur, menée par 4 à 6 chasseurs en formation échelonnée. L'avion de tête attirait le feu défensif. L'ailier profitait du fait que le mitrailleur se concentrait sur la menace principale. La réponse américaine traditionnelle. Suivre la menace prioritaire. N'ouvrir le feu que lorsqu'on est sûr à 100% de toucher. Préserver les munitions pour plusieurs attaques successives. Donovan vit le point faible. Les mitrailleurs américains réagissaient. Les Allemands, eux, dirigeaient le combat. L'initiative appartenait toujours à l'assaillant. Toute la doctrine défensive partait du principe que c'était l'ennemi qui fixait le tempo. Et si on inversait cela ? Et si c'était toi qui attaquais le premier ? Et si tu forçais l'ennemi à réagir à toi, au lieu de l'inverse ? 6 mars 1944, avant le briefing de mission. Objectif, l'usine aéronautique d'Augsbourg. 800 B-17 face à 2500 chasseurs allemands. Les renseignements prévoyaient de lourdes pertes. Whitmore rassembla son équipage. Ça va être dur. Restez vigilant, restez en vie. Donovan leva la main. Mon capitaine, je demande l'autorisation d'essayer autre chose. Quoi exactement ? Un feu agressif. Je veux engager avant que les chasseurs ne passent à l'attaque. Les forcer à se défendre avant qu'ils ne puissent nous attaquer. Whitmore fronça les sourcils. Ça va dévorer tes munitions. Tu risques d'être à sec avant même le vrai combat. Et si j'empêchais le vrai combat avant qu'il ne commence ? Répondit Donovan. Mon capitaine, ça fait 2 ans qu'on joue en défense. Et ça nous a mené où ? 38% des mitrailleurs de queue ne reviennent pas de mission. Peut-être qu'il est temps d'arrêter d'attendre qu'on nous tire dessus. Le pilote réfléchit, puis hocha la tête. Tu as une mission pour prouver ce que tu vaux. Si on se fait déchiqueter, je te retire de ton poste de tir. Marché conclu. À 06h47, ils décollèrent. Ils formèrent l'escadrille au-dessus de l'East Anglia. Ils montèrent en altitude. Ils traversèrent la Manche. À 08h24, ils pénétrèrent dans l'espace aérien allemand. Tout se déroulait comme une routine mécanique. Jusqu'à l'appel à 09h19. Fighters 6 o'clock high, 12 bandits. Ennemis à 6h, en hauteur, 12 chasseurs. Donovan orienta ses 2 mitrailleuses de calibre .50. 12 Bf-109 à 2000 yards se mettaient en formation pour une attaque coordonnée. Réponse standard. Attendre qu'ils engagent, puis viser l'avion de tête. Donovan ne fit ni l'un ni l'autre. Il ouvrit le feu à 2000 yards. Portée maximale. Chance de toucher quasi nulle. Les traceurs décrivaient de larges arcs dans le ciel vide. La plupart manquèrent leur cible de plusieurs centaines de pieds, mais l'effet fut immédiat. La formation allemande éclata. Le leader vira brusquement à droite. Les ailiers hésitèrent. L'attaque s'effondra avant même d'avoir commencé. Donovan, cessez le feu. La voix de Whitmore grésilla dans l'intercom. Tu gaspillas tes munitions ? Négatif, mon capitaine. Regardez leur prochaine réaction. Les chasseurs allemands se regroupèrent, mais cette fois en approchant avec prudence. Plus de piquets agressifs, une attitude hésitante, tâtonnante. L'initiative avait changé de camp. Donovan suivit le nouveau chasseur de tête, attendit qu'il descende à 1500 yards, puis tira de nouveau. Courte rafale contrôlée. Non pour toucher, mais pour intimider. Ça fonctionna. La formation se désintégra encore. Mais un Bf-109, l'ailier gauche, ne dévia pas de sa trajectoire. Agressif, expérimenté. Donovan reconnut ce type immédiatement. C'était un pilote expérimenté. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas intimider avec de simples tirs de sommation. Il fallait d'autres tactiques. Donovan laissa le chasseur approcher. 1400 yards, 1200. La distance à laquelle la plupart des mitrailleurs ouvriraient un feu continu. Donovan attendit encore. 100. 1000. À présent, le chasseur remplissait entièrement son viseur. Donovan tira. Pas une rafale, un barrage ininterrompu. 200 balles en 3 secondes. Le rideau de feu était écrasant. Le Bf-109 tenta une manœuvre d'évasion mais entra droit dans la trajectoire des traceurs. Le moteur explosa. L'avion se disloqua en plein air. Les débris chutèrent vers le sol. Beau tir. La voix de l'opérateur radio résonna. Donovan en a descendu un.
Mais Donovan ne célébrait pas. Il suivait déjà sa prochaine cible. Les 11 chasseurs restants s'étaient reformés. Ils savaient désormais que la position arrière était dangereuse. Ils allaient changer de tactique, venir sous différents angles, diviser son attention. La contre-mesure classique face à une défense agressive. Donovan s'y attendait. Il l'avait même prévu. Quand les chasseurs se scindèrent en 2 groupes, 6 venant de la position 6 heures, 5 de la position 7 heures, Donovan n'essaya pas de tirer sur les 2. Il concentra toute son attention sur le groupe de 6 heures. Il ignora complètement la menace provenant de 7 heures. « Mitrailleur de sabord, prenez la position 7 heures », lança Donovan. « Moi, je tiens le 6 heures. » Les mitrailleurs de sabord, le sergent Tommy Price et Carl Johnson, ouvrirent le feu sur le groupe arrivant de 7 heures. Donovan, lui, se concentra entièrement sur son propre secteur. 6 chasseurs piquaient droit sur eux. Il choisit l'appareil de tête. Tira, touché. Le chasseur explosa en plein ciel. Les 5 restants désorganisèrent brièvement leur formation. Donovan bascula instantanément sur le nouveau leader, tira de nouveau. Encore un impact, encore une explosion. En 30 secondes, 3 BF-109 furent abattus. Les 9 chasseurs restants interrompirent totalement leur attaque. Ils ne tentèrent même pas de reprendre une position d'assaut. Ils s'enfuirent. D'un seul poste de mitrailleur arrière, la formation continua sa route. Donovan rechargea et vérifia sa munition. Il avait tiré 1200 balles, il en restait 800. De quoi tenir un long engagement ou 2 courts. Une seule question demeurait. Les Allemands reviendraient-ils ? Ils revinrent, 15 minutes plus tard. Cette fois 18 chasseurs, une staffelle complète. Ils avaient vu ce qui était arrivé au premier groupe. Ils étaient préparés. Ils attaquèrent simultanément depuis plusieurs vecteurs. 6 heures, 7 heures, 5 heures, 4 heures. Un déluge depuis tous les angles arrière. Réponse standard. Feu défensif. Tirer un peu sur chaque angle. Diviser l'attention. Survivre grâce aux manœuvres et à la chance. Donovan choisit la violence. Il ignora totalement les assaillants des positions 4 et 5 heures. Les mitrailleurs de sabord et ventral s'en occuperaient. Lui, il concentra toute sa puissance de feu sur l'attaque frontale de la position 6 heures. 6 BF-109 piquèrent droit vers la queue du Hell's Fury. Donovan ne bougea pas, n'esquiva pas. Il verrouilla ses mitrailleuses sur le chasseur de tête et ouvrit le feu à 1200 yards, la portée maximale réellement efficace de ses double 150. La vitesse de rapprochement entre le bombardier et le chasseur était de 400 nœuds, ce qui signifiait que le pilote allemand n'avait que 7 secondes avant d'entrer en position de tir. Donovan utilisa chaque fraction de ces 7 secondes. Il fit grimper progressivement ses balles traçantes sur la trajectoire du BF-109 de tête. Le chasseur ne pouvait pas éviter. Manœuvrer signifiait briser la formation d'attaque. Le pilote resta sur sa trajectoire. Erreur fatale. À 800 yards, les balles de Donovan labourèrent le fuselage. La verrière explosa. L'appareil se retourna et plongea vers le sol. Il en restait 5. La distance avec le Hell's Fury n'était plus que de 400 yards. 3 secondes avant l'impact. Donovan bascula sur le deuxième chasseur. Pas le temps d'effectuer un suivi parfait. Juste l'instinct pur. Il dirigea son feu vers l'endroit où la cible serait dans 2 secondes. Pas là où elle se trouvait. Là où la physique l'emmènerait. Le deuxième BF-109 entra directement dans le couloir de feu. Le capot moteur éclata. Le chasseur explosa en une boule de feu orange. Les débris se dispersèrent dans le ciel. Les 3 chasseurs restants rompirent immédiatement leur formation. Ils ne tentèrent même pas de se réorganiser pour une nouvelle attaque. Ils passèrent en défense totale et s'échappèrent d'un seul secteur. Jésus-Christ. La voix de Whitmore grésilla dans l'intercom. Donovan vient d'en descendre 2 de plus en 3 secondes. Mais Donovan ne célébrait pas. Donovan rechargeait. La dernière bande de munitions. Il lui restait 400 cartouches. Et la mission n'était même pas à la moitié. Il devait encore atteindre l'objectif, larguer les bombes, puis retraverser le même espace aérien infesté de chasseurs. La formation continua sa route vers Augsbourg. Les chasseurs allemands se regroupèrent au loin. Il ne restait que 12 appareils des 18 premiers. Ils avaient retenu la leçon. Les attaques directes par la queue coûtaient beaucoup trop cher. Il leur fallait une autre tactique. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Les chasseurs allemands n'attaquèrent pas. Ils commencèrent à suivre la formation de bombardiers, restant juste en dehors de la portée de tir, attendant. Whitmore reconnut immédiatement la manœuvre. Ils appellent du renfort. Dans quelques minutes, ils vont nous tomber dessus avec tout ce qu'ils ont. Il avait raison. 10 minutes plus tard, de nouveaux contacts apparurent au radar.
36 chasseurs, un groupe complète. 3 Staffen de BF-109 et de FW-190. En ajoutant les 12 appareils qui les suivaient déjà, le Hells Fury se retrouvait face à 48 chasseurs ennemis contre les seules armes défensives d'un B-17. La procédure standard dans ce cas, appeler l'escorte, se coller aux bombardiers les plus proches, superposer les feux défensifs, survivre grâce à la coordination. Mais le Hells Fury avait été séparé de la formation lors des combats précédents. Le bombardier allié le plus proche était à 3 miles. Aucun P-51 n'était à portée. Ils étaient complètement seuls. Donovan vérifia ses munitions. 380 balles pour 48 chasseurs. Ce calcul n'avait aucun sens, à moins de changer l'équation. « Capitaine », dit Donovan dans l'intercom, « demande la permission de tenter quelque chose. » Quoi ? L'attaque. Silence. Puis la voix de Whitmore, tendue mais maîtrisée, explique. Donovan poursuivit. Ces chasseurs se mettent en ligne pour une attaque coordonnée. Si on leur laisse 2 minutes, ils nous tomberont dessus de tous les angles à la fois. On ne peut pas se défendre contre ça, mais on peut les désorganiser. Si je les engage pendant qu'ils se mettent encore en place, je peux les faire éclater avant qu'ils soient prêts. En 30 secondes, tu n'auras plus de munitions. Yokoke... Alors chaque balle devra compter. Commandant, dit Donovan, une tactique défensive ne fonctionne pas quand on est en infériorité numérique de 20 contre 1. Notre seule chance, c'est une action agressive tant qu'ils sont encore fragiles. Whitmore réfléchit 3 secondes, puis il trancha. Vas-y, si tu nous fais tous tuer, j'écrirai une lettre très fâchée à ta famille. Donovan ne perdit pas une seconde. La formation allemande était à 2000 yards, encore en pleine organisation. Les éléments de tête définissaient leur vecteur d'attaque, ceux de l'arrière prenaient leur position de soutien. Un moment de faiblesse parfait. Donovan ouvrit le feu. Ni courte rafale contrôlée, ni tir de suppression. Un barrage continu à pleine cadence. En 8 secondes, il déversa 200 balles au cœur de la formation. Il ne visait pas un appareil précis. Sa cible, c'était l'espace où les chasseurs coordonnèrent leur approche, le point commun où se maintenait la discipline de la formation. L'effet fut instantané et dévastateur. Les balles traçantes traversèrent le centre du dispositif. Un BF-109 prit feu et s'écrasa en vrille. 2 chasseurs, tentant d'esquiver, entrèrent en collision. La formation entière se transforma en chaos. Les 48 chasseurs se dispersèrent dans toutes les directions. Plus de coordination, plus de plans d'attaque, seulement des appareils isolés tentant de survivre. Nom de... Whitmore ne termina pas sa phrase. Inutile. Tout le monde avait vu. Un seul mitrailleur arrière, avec une attaque quasi suicidaire, venait de faire échouer la plus grande offensive de chasseurs qu'ils aient jamais affrontée. Mais Donovan connaissait la vérité. Il leur avait seulement gagné du temps. Peut-être 2 minutes, peut-être moins. Les Allemands allaient se regrouper. Cette fois plus en colère, plus agressif. Le prochain assaut serait rapide et destructeur. Et il ne lui restait que 180 balles. Les chasseurs allemands se réorganisèrent plus vite que prévu. 90 secondes. Cette fois, ils ne perdirent pas de temps avec des tactiques coordonnées. Ils attaquèrent en meute. 12 chasseurs plongèrent simultanément depuis la position de 6 heures. Pas de formation, pas de stratégie. Juste une violence brute, écrasante. Donovan choisit ses cibles avec soin. Ni les plus proches, ni les plus agressifs. Il visa le centre psychologique de la meute. Le point où se nourrit le courage collectif. Il envoya des rafales de 30 balles sur 3 appareils successifs. Les 3 furent touchés. L'un explosa, 2 autres quittèrent la formation en traînant de la fumée. Les 9 chasseurs restants poursuivirent leur attaque, désormais à 400 yards. Le ciel s'illumina sous le tir croisé. Les obus de 20 mm sifflèrent en frôlant la queue du Hells Fury. Certains touchèrent. Le métal hurla, l'appareil trembla. Mais Donovan ne cessa pas de tirer. Cible, rafale. Cible, rafale. Avec une précision mécanique, sans peur, sans hésitation. Un autre BF-109 tomba, puis encore un. Plus que 5. 200 yards. Presque à bout portant, Donovan pouvait désormais voir les visages des pilotes. De jeunes hommes, déterminés, professionnels. Il tira quand même. 2 chasseurs explosèrent. Plus que 3. 100 yards. Les survivants mirent fin à l'attaque. Ils étaient menés beaucoup trop près. Le risque de collision dépassait désormais la probabilité d'un kill. Donovan prit le dernier chasseur en chasse. Il appuya sur la détente. Rien. Les armes s'étaient tues. Il avait consommé toutes ses munitions.
5 à 20 balles en 45 secondes. Rien que dans cet engagement, il avait abattu 6 chasseurs. Mais désormais, il était sans défense. Munitions épuisées, annonça Donovan à la radio. Toutes les armes sont sèches. Reçu, répondit Whitmore. Rapport des dégâts. Y a-t-il des blessés? L'équipage vérifia. La tourelle supérieure avait subi de légers dommages. Le gouvernail présentait des fissures de tension. Mais tout le monde était vivant. Tous les systèmes fonctionnaient. Le Hells Fury pouvait encore voler, encore se battre, sauf les mitrailleuses arrière. Les chasseurs allemands l'avaient compris immédiatement. Ils se regroupèrent une dernière fois. Sur les 48 appareils initiaux, il en restait 27. Ils avaient perdu 21 chasseurs face à un seul bombardier, ou plutôt à un seul poste de tir. Le taux de pertes était dévastateur, intenable. Mais désormais, ils avaient un avantage. La position arrière était neutralisée. Ils attaquèrent directement depuis l'arrière, à 6 heures, angle bas, le seul vecteur que les armes vides de Donovan ne pourraient jamais défendre. Une tactique standard lorsqu'on sait l'ennemi vulnérable. Ils arrivèrent en formation serrée. L'Inde méthodique, sans gaspiller une seule balle. Ce n'était pas une attaque, c'était une exécution. Donovan les observa. 400 yards, 300, 200. Il n'avait plus de munitions, plus aucun moyen de se défendre, mais il lui restait une arme. La psychologie. Il pointa ses mitrailleuses vers le chasseur de tête, le suivit parfaitement, non pas comme s'il était à sec, mais comme s'il pouvait tirer à tout instant, avec une discipline absolue. Le pilote allemand en tête vit les 2 canons de .50 braqués droit sur lui. Il vit les bouches des canons, parfaitement alignées sur son cockpit. Il quitta la formation. Un virage brutal, sec à droite, un réflexe pur qui écrasa tout ce qu'il savait. Il pouvait très bien savoir que les armes étaient vides, mais l'instinct gravé dans le cerveau prit le dessus. Si quelqu'un te vise, tu dégages. Les autres suivirent leur leader. Leur formation d'attaque se disloqua. Donovan n'y parvint pas parce qu'il pouvait tirer, mais parce qu'il croyait qu'il pouvait tirer. L'impact psychologique des avions qu'il avait abattus auparavant rendit même ses armes vides aussi menaçantes que si elles avaient été chargées. Sa réputation remplaçait désormais ses munitions. « Il se replie !» La voix du mitrailleur de la tourelle supérieure se brisa de soulagement. « Il se replie vraiment !» Et en effet, il se repliait. La formation allemande se dispersa. Ils ne se regroupèrent pas pour une nouvelle attaque. Ils avaient perdu 21 chasseurs, face à un seul bombardier. Le prix était trop lourd. Ils coupèrent complètement le contact. Ils retournèrent à leur base. Ils laissèrent le Hells Fury seul, dans un ciel ennemi, avec des mitrailleuses arrière vides. La flotte de bombardiers poursuivit vers Augsbourg, largua ses bombes, détruisit l'usine aéronautique et rencontra encore 3 groupes de chasseurs sur le chemin du retour. Mais aucun n'attaqua le Hells Fury. Dans les communications radio allemandes, la rumeur avait circulé. Un B-17 avec un mitrailleur arrière fou a détruit à lui seul 21 chasseurs. Le message était clair. Évitez cet avion. Trop dangereux. Trop coûteux. Le Hells Fury atterrit à Framlingham à 16h47, 9 heures après le décollage. Donovan sortit de son poste arrière. Aucun tremblement dans les mains, aucun signe visible de stress. À peine l'avion posé, l'équipe technique l'entoura et commença à évaluer les dégâts. 47 impacts de balles, 13 obus de canon, une conduite hydraulique arrachée, un gouvernail fissuré. Mais l'appareil volait encore, il était encore en vie. L'adjudant mécanicien Murphy inspecta la position arrière, vérifia les caisses de munitions, toutes vides, jusqu'à la dernière. Il trouva Donovan assis sur le tarmac, une cigarette à la main. « Tu as tout utilisé, » dit Murphy. 2000 cartouches. Chaque balle qu'on avait chargée, tu l'as tirée. C'est long. Je n'avais pas le choix, répondit Donovan. Je n'avais même pas le luxe d'en gaspiller une seule. Combien en a-t-il abattu ? Demanda Whitmore. Murphy consulta ses notes. Les décomptes des autres membres d'équipage, les extraits des communications radio-allemandes et les confirmations visuelles des chasseurs d'escorte qui les avaient enfin rejoints près de l'objectif. 12 destructions confirmées, répondit Murphy. 4 probables, 3 endommagés. Whitmore regarda Donovan. Tu as descendu 12 chasseurs en une seule mission. Si on compte les probables et les endommagés, ça fait 19, ajouta Murphy. Le tout en 4 minutes d'affrontement ininterrompu. La nouvelle se répandit dans tout le groupe de bombardement avant le coucher du soleil. À l'aube, chaque mitrailleur arrière de Framlingham voulait apprendre les tactiques de Donovan.
En début d'après-midi, des pilotes d'autres groupes de bombardement demandèrent une séance de briefing. Le soir venu, le quartier général de la 8e Air Force envoya des représentants pour l'interroger. Et le lendemain matin, le commandant du Bomber Command de l'ETH, le major général Frederick Anderson, se présenta en personne. Il le trouva dans les baraquements. Donovan nettoyait ses armes avec une routine parfaitement ordinaire. Entretien standard. Rien d'extraordinaire. Anderson se présenta. « Restez à l'aise, beau sergent, » dit le général. « Je suis venu comprendre ce que vous avez fait hier. » Donovan expliqua sa philosophie. Le tir agressif, la pression psychologique, l'attaque pendant que l'ennemi est encore en formation, l'exploitation du moment de faiblesse avant que la coordination ne soit complète. Anderson l'écouta sans l'interrompre une seule fois. Lorsque Donovan eut terminé, le général posa une seule question. « Pouvez-vous enseigner cela aux bonnes personnes ?» Donovan répondit. « Tout le monde n'a pas le tempérament pour ça. Il faut des tireurs qui pensent comme des combattants, des hommes qui voient l'opportunité plutôt que la menace, qui préfèrent attaquer au lieu de simplement se défendre. » « Trouvez-les, » dit Anderson. « Je vous donne l'autorité pour un programme d'instruction spécial. Vous développerez le programme, vous choisirez les candidats, vous transformerez les tactiques des mitrailleurs arrière dans toute la 8e Air Force. À partir de maintenant, vous êtes désormais affecté au commandement de formation. » Donovan hésita. « Mon général, je préférerais rester avec mon équipage. »« Votre équipage n'a plus besoin de vous, » répondit Anderson avec franchise. « Ils sont en vie grâce à ce que vous avez fait. Mais les autres équipages meurent, parce que leurs mitrailleurs n'ont pas ce que vous savez. Qu'est-ce qui compte le plus ? 9 hommes ou 9000 ? La réponse était évidente. Donovan accepta la mission. Il consacra le mois suivant à développer ce qui serait plus tard connu comme la doctrine Donovan. Un mitraillage arrière agressif. Les principes de base étaient simples, mais révolutionnaires. Premier principe, prendre l'initiative. N'attends pas que les chasseurs attaquent. Engage-les alors qu'ils sont encore en formation. Force l'ennemi à réagir à tes actions au lieu de lui laisser dérouler son propre plan. Deuxième principe, guerre psychologique. Le premier tir n'a pas besoin de détruire la cible. Il doit effrayer la formation, les rendre prudents, hésitants, les obliger à réfléchir 2 fois avant d'approcher. Troisième principe, feu concentré. Si tu es en infériorité numérique, ne divise pas ton attention. Concentre toute ta puissance de feu sur le secteur le plus dangereux. Laisse les menaces périphériques aux autres postes de tir. Quatrième principe, économie de munitions par l'agression. 30 balles qui forcent 12 chasseurs à se disperser valent mieux que 300 tirés sur des cibles déjà éparpillées. Prévenir coûte moins cher que réagir. Cinquième principe, accepter le risque. Dans la doctrine défensive, les pertes des mitrailleurs arrière étaient déjà élevées. Les tactiques agressives augmentèrent le risque individuel, mais réduisirent les pertes globales. Le risque personnel passait après la survie collective. La mission comptait plus que l'homme. La doctrine Donovan rencontra immédiatement de la résistance. Les mitrailleurs traditionnels y voyaient de la témérité. Les officiers commandants craignaient le gaspillage de munitions. Les instructeurs les plus conservateurs la considéraient tout simplement comme une forme de suicide. Mais les statistiques ne mentaient pas. En mars 1944, avant la diffusion des tactiques de Donovan, le taux de perte des mitrailleurs arrière dans la 8e Air Force était de 38%. En juin 1944, après l'adoption généralisée de la doctrine de feu agressif, le taux de perte tomba à 23%. Les mêmes missions, le même ennemi, mais des tactiques différentes, une baisse de 15%. Mais le taux de perte n'était pas le seul indicateur. La véritable image apparaissait dans les statistiques d'interception des chasseurs. En mars 1944, les chasseurs allemands parvenaient à mener à bien 52% de leurs attaques prévues contre les formations de bombardiers. En juin, ce chiffre tomba à 27%. Le feu agressif du mitrailleur arrière perturbait tellement la coordination des chasseurs allemands que plus de la moitié des attaques s'étaient abandonnées avant même d'atteindre leur position de tir. L'effet psychologique dépassa largement le cadre des missions individuelles. Les pilotes de chasse allemands commencèrent à éviter les bombardiers connus pour avoir des mitrailleurs agressifs. Les écoutes radio révélèrent que des chefs d'escadrille allemands ordonnaient à leurs pilotes de rester à distance de certaines formations américaines. La seule réputation d'une défense agressive commençait déjà à conférer un avantage tactique. Entre mars et août 1944, Donovan forma 300 mitrailleurs arrière. Chacun suivit un programme intensif de 2 semaines. Tirs réels, attaques de chasseurs simulés, entraînement à la résilience psychologique.
Le programme insistait autant sur la préparation mentale que sur la compétence technique. La phrase que Donovan répétait le plus devint un principe de doctrine. La peur naît quand tu réagis, la confiance naît quand tu fais le premier mouvement. Mais tous les candidats ne réussissaient pas. La doctrine agressive exigeait des traits de personnalité spécifiques, détermination sous pression, capacité à gérer le risque, aptitude à rester concentré au cœur du chaos. Environ 30% des candidats furent éliminés. Ils ne parvenirent pas à vaincre leurs réflexes défensifs, n'adoptaient pas l'agressivité nécessaire et refusaient d'accepter la logique du risque. Ceux qui réussissaient devinrent des légendes. À la fin de la guerre, les mitrailleurs issus du programme de Donovan étaient responsables de 43% de toutes les victoires non confirmées par les mitrailleurs arrière sur le front européen. Ces mitrailleurs développèrent même des techniques que Donovan n'avait jamais enseignées, des adaptations, des innovations. La doctrine évolua, dépassant son propre créateur. L'un d'eux, le sergent Thomas Bailey, abattit 16 chasseurs lors de ses 4 premières missions. Un autre, le sergent Robert Chen, accomplit 27 missions sans que sa position arrière subisse de dommages sérieux. La doctrine agressive n'augmenta pas seulement les taux d'abattage, elle améliora aussi la survie grâce à la dissuasion. Les pilotes allemands apprirent à reconnaître les mitrailleurs agressifs. Les signes étaient toujours les mêmes, ouverture du feu très tôt à portée extrême, feu de suppression continue au lieu de rafales économes, traçante, marchant vers le centre de la formation ennemie. Lorsque les pilotes allemands voyaient ces signaux, ils interrompaient immédiatement leurs attaques. Le coût d'un assaut contre une défense agressive dépassait désormais le gain potentiel d'un bombardier abattu. À l'été 1944, les manuels d'instruction de la Luftwaffe contenaient des sections spéciales sur les tactiques américaines de mitrailleurs agressifs. La contre-mesure recommandée était simple. Éviter. Chercher des cibles plus faciles. Ne pas s'engager contre les bombardiers appliquant une défense active et agressive. La guerre psychologique s'était inversée. Les mitrailleurs américains ne craignaient plus les chasseurs allemands. Au contraire, ce sont les pilotes allemands qui redoutaient désormais les mitrailleurs américains. La carrière de combat personnel de Donovan prit fin lors de cette mission du 6 mars. Il ne participa plus jamais à une sortie de combat. Il passa le reste de la guerre à former les autres, mais son influence dépassa largement ses 12 victoires confirmées. Même les estimations les plus prudentes affirment que la doctrine Donovan sauva 300 bombardiers américains et 3000 membres d'équipage. L'effet cumulatif d'avoir empêché tant d'attaques allemandes réussies se répercuta sur l'ensemble de l'opération aérienne. Après la guerre, les historiens militaires étudièrent les tactiques de Donovan. Le principe de la défense agressive fut intégré dans les doctrines de combat aérien de plusieurs pays. L'Union soviétique, la Grande-Bretagne et même l'Allemagne reconnurent dans leurs analyses d'après-guerre l'efficacité de cette approche. Le concept ne resta pas limité aux bombardiers. Il s'étendit aux chasseurs d'escorte, aux avions d'attaque et même à l'aviation navale. Partout où une position défensive existait, les principes de Donovan devinrent applicables. Quant à Donovan, il retourna à Boston, travailla dans le bâtiment et ne parla jamais de la guerre. Dans les années 1960, lorsque des journalistes le retrouvèrent, il refusa les interviews. « J'ai fait ce qu'il fallait », dit-il. 300 autres mitrailleurs ont fait la même chose. La vraie histoire, c'est eux. L'un de ces mitrailleurs, Bailey, n'était pas du même avis. Dans une interview donnée en 1972, il décrivit ainsi l'impact de Donovan. Avant lui, on croyait que survivre signifiait se cacher, être une petite cible, économiser ses ressources. Mike nous a appris que survivre, c'était en réalité faire en sorte que l'ennemi ait peur de t'attaquer. Ça paraît simple, mais ça change tout. Les chiffres confirmeraient les paroles de Bailey. La 8e Air Force réalisa en 1945 une analyse détaillée. Ils comparèrent les pertes de bombardiers avant et après l'application de la doctrine agressive. Entre mars et mai 1944, on perdait en moyenne 14 bombardiers pour 1000 sorties. Entre juin et août 1944, on perdit en moyenne 8 bombardiers pour 1000 sorties. Les mêmes objectifs, les mêmes défenses allemandes, mais une baisse de 43% des pertes. La différence venait des mitrailleurs qui tirèrent les premiers. Après la guerre, les documents allemands saisis révélèrent la perspective de l'ennemi. Les rapports de débriefing de la Luftwaffe, datant de l'été 1944, mentionnaient constamment l'agressivité des mitrailleurs américains. Un rapport de juin 1944 déclarait « Les mitrailleurs de queue américains ont adopté de nouvelles tactiques. Ils ouvrent un feu continu sur les formations durant la phase d'approche. L'effet est une perturbation psychologique de la coordination d'attaque.
Recommandations. Éviter l'approche directe par l'axe arrière. Utilisez des attaques en piqué à angle droit depuis les positions 11h ou un hush. Mais appliquer cette recommandation était difficile. Les attaques en piqué à angle droit exigeaient une formation différente, une autre coordination et une nouvelle évaluation du risque. De nombreux pilotes allemands ne purent s'y adapter. Ceux qui tentaient de s'adapter se retrouvaient de cette fois confrontés aux mêmes tactiques venant des postes latéraux, les Waist Gunners. La doctrine Donovan s'était propagée à toutes les positions défensives des bombardiers américains. En août 1944, l'efficacité des chasseurs allemands contre les bombardiers américains avait chuté de 63% par rapport au niveau de janvier 1944. Cette baisse s'expliquait par de nombreux facteurs. De meilleurs chasseurs d'escorte, des tactiques de formation améliorées, les attaques stratégiques contre la production pétrolière allemande, mais les analyses internes de la Luftwaffe attribuaient 28% de cette diminution directement aux tactiques agressives des mitrailleurs américains. Donovan ne connut jamais ces chiffres, ne lut jamais les analyses allemandes et ne sut jamais l'ampleur réelle de son impact. Il mourut en 1998 à l'âge de 76 ans. L'avis de décès publié dans le Boston Globe mentionnait sa médaille Distinguished Service Cross, ses 16 années dans le secteur de la construction, son épouse Margaret et leurs 3 enfants. Le seul paragraphe évoquant son service de guerre était bref. Mitrailleur de queue au sein de la 8e Air Force, il développa de nouvelles tactiques. Ce paragraphe ne disait pas qu'il avait descendu 12 avions ennemis en 4 minutes. Il ne disait pas qu'il avait formé 300 mitrailleurs. Il ne disait pas qu'il avait sauvé 3000 vies. Il ne disait pas non plus comment un bagarreur des rues de South Boston avait transformé la doctrine de combat aérien de chaque pays qui étudia ses méthodes. À ses funérailles, seules 17 personnes étaient présentes, surtout des membres de sa famille et 2 anciens camarades d'armes. Il n'y eut ni détachement militaire, ni salve de vin et un coup de canon. Juste une cérémonie silencieuse au cimetière Saint-Augustine. Le prêtre officiant ne connaissait pas le 6 mars 1944. Il ne connaissait pas la doctrine Donovan. Il ne savait pas qu'il enterrait un homme qui avait changé le cours de la guerre aérienne. Mais les autres mitrailleurs de queue le savaient. Chaque vétéran formé au tir agressif le savait. La veille au soir, ils s'étaient réunis de manière informelle dans un bar de South Boston. Ils avaient trinqué, raconté des histoires et honoré l'homme qui leur avait appris à effrayer ceux qui voulaient les abattre. Bailey, âgé de 74 ans, leva son verre et déclara « Mike Donovan n'a jamais pensé qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, seulement un homme qui faisait son travail. Mais ce qu'il a fait a sauvé la vie de 3000 personnes. » Chaque bombardier rentra à la base parce que les chasseurs allemands interrompirent leurs attaques et rebroussaient chemin. Chaque mitrailleur survécut à sa mission parce qu'il avait appris à devenir l'assaillant plutôt que le défenseur. Chaque sortie fut un succès parce que l'ennemi hésitait désormais à attaquer. Voilà le véritable héritage de Mike. Pas 12 avions abattus, mais 12 000 vies sauvées. La doctrine Donovan est encore aujourd'hui appliquée comme doctrine standard dans la formation moderne au combat aérien. Les pilotes de chasse apprennent les principes d'engagement agressif. Les tireurs embarqués sur avions de transport étudient les tactiques de pression psychologique. Même les systèmes modernes de défense antimissiles appliquent le principe d'engagement précoce pour perturber la coordination ennemie. Le 6 mars 1944 n'a duré que 4 minutes. Un mitrailleur de queue, 12 avions ennemis. Le moment où la défense est devenue attaque. Le moment où la réaction est devenue action. Le moment où un bagarreur de South Boston a prouvé que survivre ne signifiait pas se cacher, mais faire en sorte que l'ennemi craigne de se battre. Michael Donovan a tiré 2000 balles, abattu 12 avions, sauvé 3000 vies et changé à jamais la nature de la guerre. Il ne l'a pas fait parce qu'il était quelqu'un d'exceptionnel, mais parce qu'il refusait d'attendre que la mort vienne à lui. Il préférait aller la chasser en premier. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner. Votre soutien nous aide à faire vivre ces récits. Dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Nous honorons le courage de ces hommes en faisant vivre leur nom. Merci de perpétuer leurs histoires.